Il est difficile de répondre uniquement en considérant les aspects humains, bien que l'objet principal de ma présentation portera là-dessus. Il y a d'abord un ensemble de problèmes à caractère généraux et d'ordre technique que l'on rencontre lorsqu'on aborde le problème de la transmission. Il y a d'abord un cédant, quelqu'un qui a une volonté plus ou moins claire et affirmée de céder une entreprise, qui doit bien entendu résoudre un certain nombre de questions. D'abord, être sûr de sa volonté de cession, ensuite de concrétiser son intention, et puis ensuite de considérer une prise de relais avec un repreneur, un ou plusieurs, familial ou non familial. Le cas dans lequel je me situe, c'est hors famille, puisque je réserve à Gérard Irigoyen d'accentuer cette dimension. Alors donc le cédant, me semble-t-il, doit d'abord se préparer. Brièvement, puisqu'il faut faire recours, d'abord trouver un successeur, veiller au transfert, mais au transfert pas uniquement de la propriété, il y a aussi des compétences et il y a également une dimension relative à la direction et au pouvoir, et donc assurer une pérennité. Donc pour ce faire, il faut un bilan patrimonial, bien sûr, à caractère général, et puis donc désintéresser dans le cas où l'éventualité serait présente, un successeur familial. Ensuite, chez le repreneur. Côté repreneur, donc j'évoque rapidement l'ensemble du processus, si vous me permettez. Chez le repreneur, je crois qu'il faut qu'il intervienne en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il s'assure de l'état de l'entreprise dans des formes diverses, et notamment qu'il ait recours à des audits de conformité, à des audits techniques, à des audits quantitatifs, des audits comptables, etc., dont la liste est facile à imaginer, c'est-à-dire dans le domaine financier, fiscal, social et juridique. Puis ensuite, des audits managériaux humains. Les audits managériaux humains, c'est d'abord, bien sûr, tout ce qui est relatif au choix stratégique, mais aussi au problème de leadership, au problème de personnel qui se trouve dans l'entreprise. Alors donc, sur la base d'audit, c'est-à-dire d'investigation plus ou moins poussée ou plus ou moins générale, eh bien, il en ressortira chez le repreneur d'abord une bonne connaissance ou une meilleure connaissance et des agissements, disons, de façon coordonnée ou en tout cas conforme ou en harmonie avec la situation réelle de l'entreprise. Là-dessus, le repreneur est quelqu'un qui peut plaquer soit une volonté de reprise pure et simple, autrement dit ne pas faire de vagues et de garder en l'état l'organisation, ou bien au contraire d'injecter des choix stratégiques assez différents et donc de remettre en cause ce qu'on appelle la stratégie, technologie, produit, marché et compétences. Donc je pense que plusieurs collègues ici se retrouveront dans ce découpage. Donc en bref, il peut y avoir soit une volonté de reprise en continuité ou une volonté de reprise avec rupture. Et selon l'alternative, les effets ne seront pas les mêmes. Alors, au-delà de ce rappel, si nous avions le temps, je rappellerai, mais je ne vous ferai pas l'offense de le faire, quelles sont les étapes formelles d'une reprise, depuis la prise de contact jusqu'au closing, l'opérationnalisation, etc. Donc en général, les spécialistes s'accordent pour distinguer une dizaine d'étapes. Je considérerais que c'est acquis. Et en revanche, je vais passer à ce qui est l'objet principal de ma présentation. Donc ça, c'était quelques préliminaires pour vous remettre les choses en tête. Il y a bien sûr, entre les trois parties, je ne sais pas si oui, le transparent le montre maintenant, donc il y a un cédant, il y a un repreneur, il y a des salariés. Souvent, les travaux et les publications qui ont été faites jusqu'ici mettent l'accent surtout sur la relation cédant-repreneur et ont tendance parfois à sous-estimer le poids des salariés. C'est à ça que je voudrais partiellement remédier. Alors au-delà des grandes étapes, que sont la préparation, que sont ensuite, ça a été évoqué et effectué par différents travaux, la transition cohabitation. La transition cohabitation, c'est la période pendant laquelle le cédant consacre un certain temps à la passation de relais en direction du repreneur. Cette période peut être plus ou moins longue et elle est sur la base d'études que j'ai dirigées dans la région de Languedoc-Roussillon. Il est apparu que cette cohabitation était souvent souhaitable et qu'elle était souvent un gage de pérennisation important. Ça a été évoqué déjà par OSEO BDPME dans ces études et puis dans différentes thèses dont j'ai eu la charge. Et puis après, la prise en main. Alors la prise en main, ça évoque l'intervention qui aura lieu tout à l'heure, à savoir post-reprise ou post-transmission. En fait, qu'est-ce qu'il convient de faire? Alors, dans ce travail,
mettant l'accent donc sur les aspects humains et sur les freins ou les obstacles, j'ai voulu, sur la base du triangle que vous avez sous les yeux, considérer les attitudes. Bon, les attitudes, c'est dans les positions a priori, les opinions a priori que les gens adoptent par rapport à un processus de transmission. Donc souvent, le cédant aborde la transmission avec un certain nombre de postures, d'attitudes, de préjugés, d'a priori. Le repreneur également, il arrive avec son vécu, il a une certaine représentation, il juge assez rapidement l'entreprise avec ses forces et ses faiblesses, et puis ensuite, il bâtit lui-même son propre projet. Toutefois, bien entendu, il y a une interaction entre cédant et repreneur qui peut faire évoluer les choses selon que les deux personnages rencontrent un certain feeling, comme on dirait aujourd'hui, ou au contraire qu'il y a une antinomie dans les attitudes, dans les profils, dans les personnalités, l'un pouvant être plutôt âgé ou esprit rétrograde, l'autre plutôt jeune et soucieux de bousculer le système établi, etc. En arrière-plan, bien sûr, il y a toujours aussi les salariés dont nous parlerons rapidement. Alors, les attitudes peuvent être de trois types, bien sûr. Elles peuvent être plutôt positives ou plutôt négatives, et surtout souvent, et c'est là le problème, souvent ambiguës. C'est-à-dire que tout le monde ne dit pas réellement ce qu'il pense réellement, notamment le cédant. Il veut parfois céder, mais il a toujours un pied quelque part sur le frein. C'est-à-dire qu'il veut céder, mais quelque part, pour lui, la cession est une sorte d'abandon de son bébé qu'il a pu concevoir et vivre avec pendant de longues années. Et donc là se pose le problème du deuil, du cédant. Le deuil étant fait ou pas fait, même s'il est déclaré être fait, il ne l'est pas toujours. Et donc cette période de transition que j'évoquais peut être une période d'ambiguïté dans la relation cédant-repreneur, qui peut être source de difficultés. D'autre part, il y a un jeu triangulaire, comme je l'ai montré sur le schéma, entre, disons, ces trois parties. Sur la théorie du deuil, je me contenterai de vous rappeler les principales séquences que définit Bowlby. Donc, quand il parle de deuil, il distingue, chacun s'y retrouvera pour des événements différents éventuellement, une phase d'engourdissement qui traduit la stupeur et le refus d'accepter une perte, donc la perte d'entreprise éventuellement, une phase de langueur qui est l'amorce de prise de conscience de la réalité de la perte, et puis avec des réactions plus ou moins affectives. Une troisième phase qui est celle de désorganisation face à un deuil. Donc on est perturbation, etc., dérégulation, confusion. Et puis ensuite, bien sûr, lorsque le deuil est effectif, une période de reconstruction. Mais cette période de reconstruction, pour aller vite, elle correspond souvent au fait que le cédant se réinvestit socialement ou se réinvestit économiquement dans un autre projet. Donc par exemple, quelqu'un qui part à la retraite peut se réinvestir dans d'autres activités. Partant de là, notamment de la position du cédant, selon qu'il aura accepté ou non accepté, ou achevé ou non achevé son deuil, eh bien, il sera à même de faciliter ou non la relation avec le repreneur. Si on prend maintenant le repreneur, et si nous évoquons rapidement sa position et ses choix, eh bien, il pourra avoir une volonté d'intégration dans l'entreprise ou pas. Il pourra également, comme je l'ai évoqué précédemment, avoir un souci de continuer ou de faire perdurer l'existant, ou bien au contraire de rompre. Et selon les choix et les attitudes qu'il va adopter, eh bien, cela sera un facteur de facilitation ou au contraire de difficulté. Concernant la situation de l'entreprise, il est important de l'évoquer rapidement. Soit l'entreprise à reprendre est en bonne santé, soit elle est dans un état incertain, soit elle est dans un état précaire, voire difficile. Et là aussi, la situation va avoir un impact sur les attitudes respectives. Il est évident que si l'entreprise est en bonne santé, le cédant sera en position plutôt de force, et inversement, si l'entreprise est plutôt en difficulté, en position plutôt de faiblesse par rapport à sa relation avec le repreneur. Par ailleurs, donc, ces combinaisons d'attitudes vont générer trois types de coopération, des coopérations plutôt de type positive et constructive, des coopérations ambiguës et parfois des refus de coopération. Je ne rentre pas dans le détail compte tenu de l'horaire. Une minute, je vais essayer de respecter. Voilà. Alors, comment c'est le sens des conclusions, si l'on peut dire, de ce travail, pour aller vite. Alors, je dois dire que ce travail, il faut quand même que je précise qu'il s'appuie sur plusieurs thèses dont j'ai eu la charge. Un travail sur le rachat d'entreprise par les salariés, une thèse qui portait sur le deuil et la transmission, une autre thèse qui a porté sur la socialisation des repreneurs, et une dernière en cours
sur le noyau dur. Qu'est-ce que le noyau dur? Quelques mots. Le noyau dur, je fais référence ici au personnel et au personnel clé. Alors une des questions, entre autres, qui se pose, et je répondrai peut-être à une question si vous en avez, c'est de savoir comment identifier ce personnel clé ou stratégique, c'est-à-dire celui que le cédant considère comme indispensable. Quid de ce noyau lorsqu'il est repris par un repreneur? Est-ce qu'il est préservé? Est-ce qu'il est éclaté? Est-ce qu'il est conservé, etc. Et donc, selon la stratégie, bien sûr, eh bien, soit il y aura maintien, soit il y aura abandon, avec les problèmes de GRH que cela peut soulever. Pour ce faire, quelques recommandations. En phase de transmission, et notamment de la part du repreneur, me semble-t-il, nécessité d'informer et d'expliquer les points principaux pour vaincre les résistances au changement, car tout le monde a bien compris que reprendre, c'est injecter un personnage étranger, et donc apporter des modifications, notamment lorsqu'il y a une stratégie de rupture. Ensuite, faire en sorte que le repreneur s'intègre, c'est-à-dire qu'il fasse un effort de socialisation et d'acceptation croisée, c'est-à-dire de la part des salariés, mais aussi pour lui-même. Au regard de la GRH, donc j'en ai parlé juste à l'instant, le noyau dur, que fait-on en fonction de la résistance ou non au changement que l'on souhaite introduire? Voilà. Donc, brièvement, j'essaierai d'attirer votre attention là-dessus pour montrer qu'au-delà des problèmes techniques qui sont nombreux et qui sont assez importants, sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan fiscal, sur le plan stratégique, il y a un certain nombre de problèmes humains qu'il faut considérer sur la base de ce triangle, donc cédant, repreneur et salarié. Je m'arrêterai là et je répondrai à des questions si vous le souhaitez.